Merci de m'accueillir. Donc, je vais parler d'un sujet qui est assez peu étudié. Là. J'apparais. Première fois depuis 15 ans, je ne trouvais pas d'éditeur. Comme quoi, des sujets pointus comme ça. Ça s'appelle l'Institut Auguste Comte. C'est un projet giscardien qui a commencé en 1977 et qui a été supprimé en 1981 par les socialistes. Alors, je fais le lien avec la première journée de la pensée managériale où j'avais présenté un papier sur les ouvrages des inspecteurs des finances et des gens des grands corps de 1955. J'avais commencé par un nommé, un peu oublié de nos jours, Maurice Lauré, certains connaissent bien sûr, l'inventeur de la TVA, jusqu'à 2015. Je ne m'étais pas encore attaché aux révolutions d'Emmanuel Macron, mais tout ça, c'est un peu les mêmes ouvrages qui se ressemblent beaucoup de 1955 à 2015. Et donc, voilà, donc c'est un peu dans la même filière là, que je présente aujourd'hui. Donc, l'Institut Auguste Comte, c'est vraiment pareil, c'est un peu en milieu polytechnicien. Et c'est donc Giscard d'Estaing qui imagine ça dès son arrivée au pouvoir en 1974. C'est un institut qui devait être en haut de la montagne Sainte-Geneviève, rue Descartes, en remplacement de l'école polytechnique qui partait à Palaiseau. Donc, on peut même dire que c'est un chantier du président, bien qu'on n'employait pas ces expressions-là à l'époque. C'est un chantier du président parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et par ailleurs, c'est un chantier architectural aussi, mine de rien, parce que ce sera un des rares trucs sur lesquels, sur le sujet, il sera d'accord avec Mitterrand, c'est qu'il fallait refaire c'était assez moche, les réflexions qui avaient été faites de ces bâtiments de Polytechnique rue Descartes, et il fallait redonner un petit peu de couleur à tout ça. Donc, c'est aussi un chantier architectural du président. Donc, l'acte fondateur, c'est… Alors, il y a déjà une première réunion en octobre 1974, donc juste après l'élection de Giscard d'Estaing. Je vous rappelle que Giscard d'Estaing était polytechnicien, énarque, inspecteur des finances. De tous les entretiens que j'ai eus, parce que j'ai passé pas mal d'entretiens, enfin, j'ai fait beaucoup d'entretiens finalement, jusqu'à Jacques Attali, puisqu'il est impliqué dans la suppression de l'Institut. Ça n'a pas été mon meilleur entretien, je dois dire. Eh bien, j'ai perdu mon fil. Donc, il y a pas mal de personnes encore vivantes de nos jours qui ont connu cet institut, bien qu'elles ne s'en vantent pas particulièrement. Donc voilà, oui. Alors, de toutes les personnes que j'ai interviewées, mais ça, c'est très difficile à savoir, Giscard préférait nettement l'aspect polytechnique que l'aspect énarque. Donc, j'ai eu je m'étais résolu à écrire une lettre à l'ancien président de la République. Ce n'est pas des démarches qu'on fait très facilement, ça, mais c'était juillet 2020. Et puis, en septembre 2020, il a été hospitalisé, donc je n'ai pas pu le voir. Mais finalement, c'est lui qui avait la réponse à tout ça. Bon, j'accélère un petit peu. Alors, cet institut était fondé sur la constatation que les grands… Alors, on est évidemment dans la pensée managériale dans la mesure où, en France, l'entreprise et l'État ont une chiralité, une gémellité importante. Voilà, la grande entreprise, en tout cas, et l'État. Voilà, donc, c'est Bloch Lenné qui nous dit qu'est-ce que ça doit être le management de l'entreprise, qu'est-ce que ça doit être la réforme de l'entreprise dans les années 60. Donc, je m'inscris dans cette filière, moi. Donc, vous êtes plus sur Fayol, etc., qui finalement étaient des polytechniciens, pas Fayol, je m'en rappelle plus, beaucoup plus concrets, ou Flichy en tout cas. Ici, on parle des grands corps, mais on reste dans ce milieu polytechnicien. Et donc, tout ça, et donc l'Institut est institué, si je puis dire, en juillet 1977 dans un grand déjeuner au Collège de France. Alors, pourquoi au Collège de France? À la fois parce que le ministère de la Défense donnait une partie, c'est rarissime, on n'imagine plus des trucs comme ça, donnait une partie des bâtiments au Collège de France. C'était de longue date une demande du collège. C'est la bibliothèque Lévi-Strauss, côté rue Monge, pour ceux qui connaissent, rue du Cardinal Lemoine et rue Monge. Et puis,
c'était aussi le grand rendez-vous des polytechniciens avec les sciences humaines et sociales. Et ce n'était pas aberrant que ce soit au Collège de France, sous l'égide il y avait très peu de scientifiques de sciences dures à ce grand déjeuner officiel de lancement par Giscard de l'Institut. C'était les sciences humaines et sociales. Et c'était fondé sur la constatation que les grands programmes de développement public, d'infrastructures, d'équipements, rencontrent des difficultés sociétales, figurez-vous. Hein. Donc, je n'aime pas trop cet adjectif, mais là, il s'applique bien. Et il s'agissait de remédier à ça. Alors, je vais vous donner quand même, parce que ça va beaucoup, je trouve, la note de synthèse du 29 octobre 1976 mentionne des succès techniques incontestés au cours des 25 dernières années, les programmes aéronautiques, Caravelle, Mirage ou Concorde, le choix de la bonne filière de réacteurs nucléaires, hein, après la crise du pétrole, j'ai eu quelques petites hésitations, les pétroliers ou méthaniers géants, ça c'était l'armement, le génie maritime, etc. La réalisation d'un système d'autoroutes, la création de villes nouvelles, par les polytechniciens Expon, pas très loin là, de nouveaux réseaux d'irrigation par le greffe, etc. On voit en quelque sorte toutes les réalisations des grands corps d'État, en fait. Hein. Les méthaniers, c'est le génie maritime, le nucléaire, c'est les mines, les villes nouvelles, les autoroutes, c'est les ponts, l'irrigation, c'est le greffe. Mais même si ce sont des succès techniques incontestés, poursuit la note, les résultats sont discutables. La Caravelle et le Mirage ont été trop vite copiés à l'étranger, le Concorde est bruyant, les experts du nucléaire sont inintelligibles, ça figure comme ça sur la note. Hein. On ne sait pas contenir les marées noires des pétroliers géants, enfin tout est bang, 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 tous les... L'entassement du béton ruine les sites et dégrade la qualité de la vie dans les villes. Bon, c'était quand même une prise de conscience importante de nos grands corps. Hein. C'est tout à fait étonnant de lire ça. Je serais content de pouvoir lire des choses comme ça de nos jours. La qualité des produits alimentaires est remise en question. Les conditions de travail restent souvent trop rudes. Vous voyez, on mélangeait vraiment du social et vous voyez cette liste à la Prévert de c'est très bien ce qu'on a fait. Nous, l'élite, c'est très bien ce qu'on a fait, mais on a connu des impedimenta et donc il faut mieux former nos élites pour qu'elles fassent mieux accepter leurs réformes. Hein. Donc, mais je voulais vous montrer que c'était un melting pot de sujets très différents qui mettaient comme ça de la Caravelle aux conditions de travail en usine, etc. Voilà. Alors, si on fait le premier, si on fait il y a une première phase qui est due à Thierry de Montbrial, vous le connaissez, je pense, hein, qui parle encore beaucoup, hein, donc, alors qu'il y avait quelque chose de très vaste, mais qui est très, très lié à la recherche. Il faut bien dire ce qui est, et il faut dire que le projet Montbrial est intéressant au départ. J'en parle parce que ce n'est pas celui qui a été retenu finalement. Hein. Donc, c'était le département d'économie de Polytechnique. C'était à la fois public policy, c'était relations internationales, ce que finalement il finira par faire de manière indépendante. Et c'était de la géopolitique. Et en fait, le sujet n'est pas trop, parce que le sujet n'est pas trop pris en considération. Alors là, j'analyse ça par une certaine résistance des grands corps. Montbrial m'a dit aussi qu'il se heurtait à l'Élysée à ses collègues énarques. Il a deux ennemis, me dit-il. Bon, ils sont bien enregistrés là. Dans sa promotion à gauche, c'était Attali, sa même promotion de l'X et des mines. Mais dans son camp, la droite, c'était plutôt des énarques qui étaient à l'Élysée et Brossolette notamment, enfin bon voilà, qui étaient auprès de Giscard, qui travaillaient auprès de Giscard. Et donc lui, il se heurte aussi à ça. C'est un projet dont on pouvait penser qu'il pouvait faire concurrence à l'ENA aussi. Hein. Donc les énarques qui étaient auprès de Giscard, ils ont un peu calmé le jeu. Le projet Montbrial est un peu tombé en rade. Et c'est là qu'intervient le Centre de recherche en gestion de Polytechnique, en la personne de M. Berry et en la personne avant de quelqu'un que j'ai redécouvert à cette occasion-là, qui s'appelle Bertrand Collomb, qui a été connu comme étant président de Lafarge. Hein, au corps des mines, on nous citait comme une grande vedette, il l'était sans doute. Mais alors, à l'époque, il est au cabinet de l'éducation nationale, je n'ai plus en tête le ministre, pardon,
il est premier directeur du Centre de recherche en gestion. Et donc, il est à la fois en même temps chercheur et membre de cabinet ministériel, si vous voulez. Il avait fait une thèse d'économie aux États-Unis. Donc, si vous voulez, c'était des gens, des profils tout à fait étonnants. Et après, il part en entreprise où il sera PDG de Lafarge. Et après, il retrouvera d'ailleurs l'aspect un peu public en étant le premier président de l'Institut des hautes études scientifiques et techniques, ce machin créé par le ministère de la Recherche il y a une quinzaine d'années. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'avant Berry et Rivlin, qui sont des noms que vous connaissez, directeur du Centre de recherche en gestion de Polytechnique et directeur du Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, il y avait ce Bertrand Collomb qui, avant d'être en entreprise, était le fondateur du Centre de recherche en gestion. Et alors, donc voilà, le rapport Berry-Ferrari propose quelque chose d'assez différent du rapport Montbrial. Entre-temps, l'administration s'était mise en branle. Il y avait eu un directeur de projet qui avait été nommé, un ingénieur de l'armement sous l'égide du ministère de la Défense. Donc, tout ça, donc ce n'était pas comme la phase Montbrial. Et donc, il y avait un enjeu aussi pour ces labos du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, c'était de rester sur la montagne Sainte-Geneviève, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Donc, puisque ils n'avaient pas très envie de partir, soi-disant Palaiseau, c'était pour qu'il y ait plus de place pour la recherche en sciences dures. Il est évident que nos têtes chercheuses en recherche en gestion, qui n'ont pas besoin d'équipement, il fallait qu'ils restent à la montagne Sainte-Geneviève. Donc, il y avait aussi cet enjeu, et ça tombait bien qu'on veuille créer l'Institut Auguste Comte, parce que à la fois, ça légitimait le fait que ces labos restent là, et ça légitimait la recherche en gestion aussi, qui avait commencé, l'enseignement de recherche en gestion, qui avait commencé 3-4 ans auparavant à Polytechnique, et pas avant, en fait. C'était tout ça, vous le connaissez mieux que moi, un nommé, ça c'est vraiment pas mon domaine, là, pour le coup. Moi, je suis dans l'histoire de la technocratie, peu dans l'histoire de la gestion, mais un nommé Ackman, etc., enfin, recherche opérationnelle, enfin, vous connaissez mieux que moi ça ici. Donc, d'ailleurs, souvent, tout ceci va être présenté assez peu avec les sources américaines, d'ailleurs. Donc, voilà. Et j'insiste sur ce nouveau projet parce que l'Institut Auguste Comte, il va être bâti sur ce qu'on appelle le projet, c'est-à-dire des dossiers qui sont confiés par les administrations et les entreprises qui vont être traités à 2 ou 3 auditeur de l'Institut Auguste Comte. Donc, j'en discutais avec Cédric, c'est de l'enseignement de luxe, c'est-à-dire c'est pas le business case Kodak, quoi. C'est vraiment des sujets qui sont uniques, livrés à ces élèves de haut niveau, mais avec un certain nombre d'inconvénients, on va dire. Je sais d'autant plus que ce projet des projets, j'appelle ça, c'est-à-dire pousser ces projets, c'est quelque chose qui date de l'Institut Auguste Comte et du Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, et qui va être comme ça perpétué au sein, par exemple, du Corps des Mines. Moi, j'ai fait un projet pareil au Corps des Mines quand j'étais en 81-82, et encore de nos jours, c'est pareil. Donc, si vous voulez, voilà, avec un certain nombre d'inconvénients, enfin de défauts sur lesquels je pourrais revenir, sur lesquels j'ai déjà écrit, mais je reviendrai si vous voulez bien. Voilà. Donc voilà, le projet qui va être lancé par Giscard en 77, il est basé, alors Giscard ne rentrait pas trop, l'architecture ça l'intéressait, mais alors l'intendance de l'enseignement, le choix des responsables, parce que finalement le choix des responsables était important dans ce projet. Donc le président, c'est un nommé Roger Martin, qui était un ex-mine, président de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, par exemple de Pont-à-Mousson d'ailleurs, qui avait absorbé Saint-Gobain. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que quand même, M. Roger Martin a écrit un livre qui s'appelle « Patron de droit divin », voilà, et dont je vous recommande vivement la lecture, parce que plutôt que les leçons des Perelvat, Bloch-Lenné ou Macron sur ce que doit être l'économie, le bouquin de Roger Martin sur « Patron de droit divin », ça nous explique exactement toutes les manœuvres sur Pont-à-Mousson, sur Saint-Gobain, sur BSN, les OPA, la sidérurgie, la fin des entreprises familiales dans le domaine de la sidérurgie. Enfin, c'est un bouquin qui est passionnant, quoi. Enfin, on peut dire, vous apprenez dans Patron de droit divin pour une réforme de l'entreprise de Bloch-Lenné. Moi, j'ai moins appris. Enfin bon, bon, allez, on ne va pas faire de… voilà. Donc, le président, c'est Roger Martin, et d'ailleurs, il écrira, il tirera le bilan en 84 dans
dans la revue Commentaire de la fin de tout ça. Et c'est finalement Roger Martin, c'est lui qui va théoriser le mieux tout ça. C'est assez intéressant. Il dira, bon, je n'ai pas été associé au choix du directeur, ça m'a été imposé par les grands corps. Il avait même des noms pour lesquels, de gens par lesquels il voulait remplacer le directeur qui avait été choisi. Alors, si vous ne connaissez pas, j'ai essayé de l'interviewer plusieurs fois, c'est un ex-télécom qui s'appelle Michel Lafont, qui venait d'une direction opérationnelle des télécoms, qui venait de la direction de l'enseignement de l'ENST. Avec 2 F alors? Non, non. Comme l'éditeur alors? Un éditeur s'appelle Lafont. Oui, mais alors, ce n'est pas un T à la fin. Bon, je ne sais pas, mais ouais, non, mais c'est quelqu'un, j'ai essayé de l'interviewer, c'est évidemment, il a 90 ans, ce n'est pas évident. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur le cas de M. Lafont. Voilà, et donc, vous avez le projet qui est censé occuper 50% du temps. Alors, donc, la première promotion commence en janvier 79 avec 30 personnes, et il y aura 2 autres promotions en septembre 79 et en septembre 80 de 60 personnes chacune. Et donc, le projet, c'est 50% du temps, le projet. Et 50% de le reste, c'est des directions d'enseignement, 5 directions d'enseignement, et vous avez des noms très connus. Vous avez le directeur d'enseignement, Le Sourne, logique de la décision, peut-être moins connu, Maison Rouge, qui était un patron d'IBM à l'époque, absolument, pour le contexte international. C'est pour ça qu'on retrouve plein de gens dont certains sont encore vivants ou sont morts récemment. Jérôme Monod. Ah bon, d'accord, ok, je venais de commencer. Donc, j'ai 5 minutes encore ou pas alors? Voilà. Alors, mono, voilà. Et puis, un truc communication, comportement, où alors là, c'est un peu, d'après les gens que j'ai interviewés, une espèce d'encanaillement où on apprend à ces polytechniciens à voir ce que c'est que les relations humaines, en quelque sorte. Les sciences de l'action, j'en dis un mot parce que ça vous intéresse, je pense. Les sciences de l'action, je n'ai pas retrouvé ce que c'est que les sciences de l'action. Si vous avez des éléments là-dessus, il y a un labo du CNAM qui s'appelle comme ça. L'idée venait de l'IHEDN. En fait, l'IHEDN, c'est toujours le modèle pour créé en 36-37. C'est toujours le modèle. Le rapport Thirier 2020, il parlait encore de l'IHEDN, l'Institut Auguste Comte, il parle de l'IHEDN. Et c'est un commandant salentin avec le général Pouilly, compagnon de la Libération, qui propose dans les auditions de l'Institut Auguste Comte d'appeler ça la science de l'action. Je me demande ce que c'est que les sciences de l'action. Comme dit le président Roger Martin, qui avait beaucoup d'humour, les sciences de l'action, si elles existent, c'est-à-dire qu'il fait vraiment de l'humour, le président de l'Institut des sciences de l'action. Et il dit la relation entre connaissance et action rappelle celle de l'œuf et de la poule. Alors, j'avais quand même une petite problématique. Voilà. On va conclure sur la problématique. Ah bon, d'accord. Okay. Parce que sinon, la chef, elle ne sera pas contente. Ce que je voudrais vous faire sentir, c'est à travers la notion d'homme d'action, finalement. Et je vois plusieurs ambiguïtés, contradictions dans ces histoires de sciences de l'action. Homme d'action, et c'est là que la problématique. Il y a une génération de polytechniciens nés avant-guerre, carrément, alors de genre des Louis Armand. Qu'est-ce qui parlait de la SNCF? C'est vous qui parliez de la SNCF. Louis Armand, alors là, qui est mort en 71, ce n'est pas la même génération, qui pour lui écrit quand même les hommes politiques ne doivent pas avoir à se préoccuper de choses qui se résolvent par de vrais théorèmes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une rationalisation incroyable des sciences humaines dans la lignée saint-simonienne qui était tout à fait étonnante. Les gens qui sont promoteurs du projet giscardien, on va dire André Giraud, son ministre de l'Industrie, ou Roger Martin, sont ils concèdent une part d'irrationnel. Mais il y a déjà une première ambiguïté comme ça. Voilà. C'est une autre génération. Mais au sein même de ces André Giraud, Roger Martin, ces grands patrons de l'époque, que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a même, je dirais même, il y a une ambiguïté pour eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ont tendance, à l'époque, on parle beaucoup d'Inné et d'Acquis, c'est l'autre Monod, là, Jacques Monod, et après tout, ces gens-là, ils ont tendance à penser que les hommes d'action, c'est eux, et ce n'est pas transmissible, c'est de l'inné. Je suis M. Giraud, j'ai réussi à la tête du CEA, je suis M. Martin, j'ai réussi à la tête de Saint-Gobain, c'est inné, c'est mes qualités à moi. Donc, comment ceci peut-il être enseigné? Donc, il y a aussi cette contradiction-là.
Et enfin, il y a une troisième contradiction que je vois, je problématise le sujet, vous voyez, parce que je pourrais le faire très descriptif, mais j'ai peut-être tort, c'est des pistes comme ça que j'ai. Il y a une idée providentielle d'homme d'action qui est quand même assez vieillie, quoi. C'est-à-dire, c'est Roger Martin, l'homme d'action, c'est presque transcendant, quoi. Par rapport à une approche totalement, on va dire, allez, on va dire structuraliste, puisque vous aviez parlé de Foucault, et qu'on retrouve chez des gens comme Berry et Rivlin, qui s'appuie sur la théorie des organisations. Il n'y a plus comme ça un homme providentiel qui est l'homme d'action. L'action frappe comme ça, comme l'éclair, et tout le monde doit s'aligner. Après, la décision tombe comme ça et tout le monde doit s'aligner. Donc, je ne sais pas où est la vérité. La vérité, à mon avis, elle est entre les deux. Ce n'est pas une théorie des organisations, Méliflu, où tout le monde trouve son compte. Mais voilà, il y a cette. Et si je mentionne cette contradiction, c'était parce qu'il y avait cette contradiction entre le président de l'Institut Auguste Comte, qui voyait l'action comme quelque chose qui tombe du ciel comme ça, et les enseignants qui voulaient faire quelque chose de beaucoup plus collectif, l'action comme quelque chose de beaucoup plus collectif. Voilà, bah, je conclurai en… Conclue sur ça. Ouais, bah, comme ça, ouais, très bien. Voilà. Ouais, ça, Merci beaucoup, Alexandre. Je suis désolé, c'est à moi de faire le méchant, mais… Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Je me suis donné, est-ce que c'est Giscard qui a choisi le nom d'Auguste Comte? C'est le fondateur de la sociologie. Alors, comme action, c'est quand même une vision un peu dérivée. allez jusqu'au bout de votre question. Est-ce que c'est Giscard Non, ça, j'ai compris le début. Oui. Mais le nom d'Auguste Comte, qui est fondateur de la sociologie en France. Hein. Mais en quoi c'est contradictoire avec ce que j'ai dit? Je vous renvoie la question. Est-ce que c'est lui qui a choisi ce nom ou c'est ben ça, alors là, c'est un entretien que j'ai eu avec quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, qui est M. Casanova, ancien directeur de la revue Commentaire, ancien conseiller au cabinet de Raymond Barre. Et du coup, il m'a montré ses archives avant de les verser à la nationale, aux archives nationales. Et il fait une note pour le Conseil des ministres qui institue. Et puis, juste dans la note, il y a marqué… comme Auguste Comte, polytechnicien, le disait, mais enfin, il transmet. Et Barre, il paraît que Barre lit la note texto comme ça, parce qu'il ne sait pas grand-chose au sujet des polytechniciens. Et puis Giscard dit: ah, ben voilà, on va l'appeler Auguste Comte, c'est mieux que vos sciences de l'action, Institut Auguste Comte pour les sciences de l'action. Et après, on retrouve à la fois, il y a des gens qui disent… ah ben ça n'a rien à voir avec Auguste Comte, et d'autres qui disent bah tiens, Auguste Comte il avait une vision un petit peu décalée qui aurait été utile de mieux exploiter. Mais ça reflète, moi au début j'étais anti-Auguste Comte parce que je trouvais et ensuite quand on regarde Auguste Comte, c'est un personnage, on est obligé de le considérer, quoi. Donc cette contradiction que je vous dis, chacun l'a vis-à-vis de Comte, je dirais, hein. Mais bon, enfin, pour répondre précisément à votre question, j'ai tendance à croire à l'anecdote Casanova. Donc un économiste. Oui. Économiste, oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'était la joie de Raymond Barre. Oui, tout à fait. Okay. Il y avait une deuxième question. Ouais, on va terminer avec ça. La jonction entre l'Institut Auguste Comte et le CRG, et je voulais savoir si c'est moi qui m'ai compris, s'il y a une jonction. Parce que moi, j'ai tout le temps compris que le CRG, c'est une structure qui a été créée dans la filiation du CGS pour faire gagner en réflexivité à la manière de ce qu'ont fait les mines, et notamment suite à tous les échecs des plans, de tout ce qui n'a pas marché, c'est en planifier, on se rend compte que la réalité est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui était l'impression de voir les papiers. Et la gestion, justement, permet de donner en flexibilité là-dessus, de rendre compte d'une réalité qui est un peu plus complexe que ce qui est dans le plan. Le finance, comment ça s'articule? Non, mais je me suis peut-être mal exprimé. Je ne pense pas que tu aies tort, ni moi d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Le CGS, regardez les dates. Le centre de gestion, Rivlin est plus âgé, il est X56. Il implante le centre de gestion scientifique à l'école des mines en 68, on va dire. Je me trompe peut-être. Colomb, le patron là dont je parlais, et Berry, 72, Berry est X63. Toujours le même promo qu'Atali et Montbrial d'ailleurs. Il l'implante en 72. Mais justement, arrive l'Institut Auguste Comte, et comme je disais, c'était le moyen de rester à Paris, et puis de trouver un nouveau terrain d'action. Puis il y avait des budgets à l'Institut Auguste Comte, à la fois pour rénover les bâtiments, et puis pour payer des charges complémentaires, tout ça. Et donc, l'Institut Auguste Comte est le moyen de déployer l'action du CRG, y compris au sein de pas seulement auprès des élèves polytechniciens à Palaiseau, mais auprès de ces nouveaux auditeurs
avec ces histoires de projet. Et le projet, je te dis, il reste jusqu'à maintenant au corps des mines. On peut lui faire quand même pas mal de reproches au projet, parce que le projet, c'est souvent trouver l'idée géniale, indépendante. Il y a aussi cette filiation de l'homme d'action, enfin en tout cas l'homme de réflexion qui trouve l'idée géniale, indépendamment de la bibliographie. Donc il y a ça dans le projet aussi. C'est comment arranger un sujet parce qu'on est vraiment, nous, les élites, on est géniaux et l'idée nous tombe comme la foudre, je disais. Et bon, enfin, je suis un peu critique, mais je suis un peu plus étayé dans ce que je propose par écrit.